UNCDF, c'est une agence du système des Nations Unies qui a un mandat financier, ce qui veut dire que nous pouvons faire des subventions, toutes sortes de subventions, des subventions remboursables, des subventions basées sur la performance. Nous pouvons faire des prêts et des garanties et nous le faisons pour les pays les moins avancés en général, pour aider les plus pauvres, les plus démunis, ceux qui en ont le plus besoin à trouver des financements. L'Afrique est un continent jeune, dynamique, qui est plein de potentiel, mais qui malheureusement n'arrive pas toujours à exprimer l'entièreté de son potentiel. Et donc le défi est là. Et pour le résoudre, il faut aider les porteurs de projets, aider le secteur privé, aider aussi tous les acteurs au niveau local à arriver à accéder à des financements qui leur permettent réellement de déployer leurs ambitions et leurs objectifs. Aujourd'hui, par exemple, en Afrique, en général, on a à peu près 20% de la population qui est bancarisée et donc qui n'a pas d'histoire de crédit, qui ne peut pas avoir potentiellement accès à des financements. On a à peu près 10% des PME, des petites et moyennes entreprises, qui ont accès à des financements. Peut-être même moins de 10% dans certains pays. C'est très peu, c'est trop peu pour pouvoir réellement avoir un développement de l'Afrique qui soit inclusif et qui permette réellement de libérer tout le potentiel du développement de l'Afrique. Les outils de financement qui sont nécessaires sont des outils qui vont permettre surtout de créer la confiance entre les populations et les institutions financières en particulier, et donc de permettre à la fois de baisser les taux d'intérêt, mais aussi de permettre aux banques, à l'ensemble des institutions financières qui existent, de prêter. Pour faire ça, en fait, il faut arriver à réformer le foncier notamment et à faire en sorte que ceux qui veulent emprunter puissent le faire parce qu'ils ont des terres, par exemple, à hypothéquer. Il faut aussi pouvoir éduquer financièrement et en termes économiques la population. Il faut aussi permettre aux banques de comprendre leur marché et d'avoir un appétit en fait au risque pour pouvoir aller prêter. Il faut aussi avoir des prêts qui soient des prêts de plus long terme pour pouvoir financer les infrastructures. Aujourd'hui, la plupart des prêts, c'est des prêts qui sont à peu près de 3 ans, 4 ans, 5 ans maximum. Il faut que les banques arrivent à prêter à 10, 15 ans pour pouvoir financer des petites infrastructures de base qui permettent en fait à des municipalités notamment de pouvoir emprunter et de pouvoir construire des équipements, des équipements de santé, d'éducation, des marchés, des gares routières, etc., en ayant accès au secteur bancaire. Donc ça, c'est deux choses qui sont extrêmement importantes pour arriver à créer la confiance et aussi à prêter là où il faut prêter, là où c'est le plus stratégique pour le développement de l'Afrique. Donc d'une part, avoir des outils de garantie, donc de l'accès à la terre, je le disais, et d'autres outils. Et puis d'autre part, permettre aux banques aussi de prêter à plus long terme pour pouvoir financer des infrastructures. Le développement local, c'est le développement, c'est la réalité du développement. C'est ce qui se passe à la base, c'est ce qui se passe dans les territoires qui est réellement le développement. Le développement, c'est pas simplement un taux de croissance de PIB, c'est ce que perçoivent réellement les populations, et les populations, elles sont au niveau local. Au-delà de ça, en fait, on se rend compte que peut-être de trois choses. Premièrement, le taux de croissance urbain est phénoménal. Aucun pays, aucun continent dans le monde n'a connu la croissance urbaine que connaît l'Afrique depuis 25 ans à peu près. On sait que dans les 20 années à venir, on aura à peu près 50 millions de population de plus dans les villes. C'est énorme. Tous les jours, pour ne prendre que l'exemple du Sénégal, on a, pas tous les jours, mais tous les ans, on a à peu près 400 000 urbains de plus. Donc ça, c'est un enjeu, mais c'est aussi une opportunité et c'est le développement local. Et puis les villes moyennes aussi explosent. On a à peu près 10 fois plus de villes moyennes qu'il y a 20 ans. Ça, c'est la première raison pour laquelle le développement local est important. La deuxième raison, c'est que le développement local, c'est aussi les municipalités. Ce sont les mairies. Et les mairies, c'est le poumon de la démocratie. C'est là où en fait la démocratie s'exprime réellement et où on peut avoir
aussi des débats publics sur des projets. C'est là où se fait la citoyenneté, c'est là où les gens vont payer leurs impôts et recevoir des services en échange des impôts. C'est ça en fait la vraie démocratie, au-delà même du vote. Donc ça aussi c'est une raison qui fait que le développement local est extrêmement important. C'est d'abord le secteur privé, mais le secteur privé sous toutes ses formes et en particulier les petites initiatives qui peuvent arriver petit à petit à se développer, à se formaliser, à se capitaliser. Et le secteur privé, on l'a souvent oublié dans le développement. Donc le secteur privé, c'est pas simplement faire du business, mais c'est aussi créer des emplois, c'est créer de la valeur ajoutée, c'est créer de la dynamique économique dans les territoires. Donc le secteur privé, il est essentiel. Un autre acteur qui est important, c'est les municipalités. On l'a un peu évoqué aussi. J'ai un peu expliqué pourquoi en fait les élus locaux, pourquoi la vie politique locale, c'est quelque chose de très important. Les municipalités, c'est elles normalement qui doivent offrir tous les services de base, qui doivent impulser le développement économique local parce qu'elles vont construire un marché qui va permettre à des petites activités économiques de se déployer, parce qu'elles vont construire une gare routière, des espaces de stockage, etc., etc. Donc les municipalités sont aussi un acteur essentiel. Et puis effectivement, un focus, on en parle souvent, mais la réalité est un peu différente, avec les femmes qui aussi sont un acteur essentiel du développement, en particulier du développement économique, et qui doivent jouer pleinement leur rôle aussi dans le domaine économique. Je citerai peut-être deux cas en Afrique de l'Ouest. Un au Sénégal, c'est le cas par exemple de ce que l'on a fait avec le Fonds 6, qui est le fonds souverain du Sénégal, où on a travaillé avec le Fonds 6. Le Fonds 6 fait des prêts, il prend des participations dans des entreprises, etc. Et puis nous, on souhaitait en fait travailler plus sur l'autonomisation économique des femmes et surtout faire des prêts à des femmes entrepreneurs. Donc au-delà du secteur de la microfinance, aller vraiment vers des femmes qui vont déployer des activités et générer beaucoup de valeur ajoutée. Et donc on est allé voir le Fonds 6 et ensemble, on a créé un fonds pour pouvoir vraiment s'adapter aux besoins des femmes ou des entreprises qui ont un fort impact sur le genre. Ce n'est pas forcément des femmes, mais des entreprises qui vont avoir une politique qui va être équitable entre les hommes et les femmes, qui va prendre en compte les caractéristiques et les besoins des femmes tout au long de leur vie, dans la période de maternité, etc. Des entreprises qui vont aussi, dans leur politique d'approvisionnement et dans les produits qu'elles offrent, avoir cette dimension-là. Donc c'est un projet, c'est pas un projet, c'est un mode de financement qui me semble intéressant et qui pourrait en fait être répliqué dans d'autres pays où on essaye d'associer la dimension d'impact à ce que l'on fait en choisissant des entreprises qui ont un fort impact ou en les aidant à avoir un fort impact sur ces questions d'équité homme-femme, et puis la dimension financière. Donc cette double dimension impact et retour sur investissement, c'est un bon exemple de ça. Un autre exemple en fait, c'est ce que l'on a fait au Mali avec Bamako et Mopti, où on a travaillé avec des entreprises qui étaient basées à Bamako pour les aider à développer des sources d'approvisionnement dans la région de Mopti, pour aider en fait la création en fait de marques Made in Mopti, qui permettent donc à des femmes rurales relativement pauvres de la région de Mopti de trouver en fait la possibilité de pouvoir vendre leurs produits et que le produit soit transformé à Bamako par des entreprises de transformation à Bamako. C'est un exemple intéressant parce qu'il permet aussi de créer une solidarité entre les territoires, entre les populations rurales plus pauvres mais qui sont très dynamiques d'un point de vue économique, et des populations urbaines ou des entrepreneurs urbains avec qui elles peuvent travailler. Je pense qu'en fait, ce qui est essentiel,
qui est émergent et qui pour l'instant n'est pas encore pleinement déployé, c'est en fait la question des financements domestiques. On parle beaucoup en fait du financement pour le développement et c'est vrai que au lieu de parler de financer des programmes les uns après les autres et qui n'ont pas forcément de soutenabilité, ce qui est important en fait c'est d'aider les acteurs locaux à pouvoir prendre en main leur destin. Donc aider les banques, comme je le disais au début, à avoir une perception du risque qui soit différente, à vraiment pouvoir déployer leurs prêts est quelque chose qui, à mon avis, est essentiel. Et donc il faut aider ce secteur financier domestique de différentes manières. On a des outils pour garantir ce que font les banques. On peut les aider aussi dans le domaine de la digitalisation, de mieux connaître leurs clients, d'aller vers des clients spécifiques et d'avoir des produits adaptés aux besoins des jeunes, aux besoins des jeunes femmes, aux besoins des personnes plus âgées, aux besoins de ceux qui reviennent, aux besoins de la diaspora aussi. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est aussi un point qui nous tient extrêmement à cœur. La diaspora a un rôle fondamental à jouer dans les investissements qu'elle peut faire, dans les investissements productifs qu'elle peut faire dans le pays. Aujourd'hui, 98% à peu près des investissements, enfin des dépenses que la diaspora fait dans les pays en développement va en fait à des dépenses de ménage et pas à des dépenses, enfin des investissements productifs. Donc ça aussi c'est quelque chose sur lequel on travaille pour arriver à mettre en place des systèmes pour que la diaspora investisse dans son pays d'origine.